Bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Avec aujourd'hui notre invité Pierre-Yves Bournazel. Pierre-Yves Bournazel, candidat à la primaire UMP pour les municipales à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Virginie. Alors, je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez une quarantaine de minutes pour nous envoyer vos questions que nous nous ferons un plaisir de transmettre à notre invité. Alors, Pierre-Yves Bournazel, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Dans un sondage IFOP qui a été publié la semaine dernière, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est votre rivale pour cette primaire UMP, est donnée à égalité avec Hidalgo à Paris. Et selon BVA, plus de 4 sympathisants UMP sur 5 à Paris jugent que NKM serait la meilleure candidate pour l'UMP. Est-ce que c'est pas trop dur de faire campagne dans ces conditions quand les jeux semblent déjà faits? Non, les Parisiens en 2000 préféraient dans les mêmes proportions Jack Lang comme candidat socialiste à la mairie de Paris, puis Bertrand Delanoë a gagné. Et ça n'a pas empêché l'année suivante de battre Philippe Séguin. Au fond, ce qui compte dans une campagne, surtout dans une municipale, qui est une élection de la vie quotidienne, c'est la sincérité et l'authenticité de l'engagement. C'est la connaissance de Paris, de sa ville, de son histoire, de la diversité de ses territoires, de sa population, de porter un projet novateur aussi, et concret. Et moi j'ai un projet concret pour les Parisiens, qui est le seul projet chiffré et qui dit clairement où on va et avec quels moyens. Alors on viendra un peu plus tard sur le projet, mais restons à la question des soutiens. Oui. Nicolas Sarkozy et Bernadette Chirac s'affichent aussi à côté. Alors Bernadette Chirac, c'est vrai. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas tout à fait vrai. Le rendez-vous a été un petit peu manqué. Oui, le rendez-vous a été manqué, puis surtout Michel Gaudin, le directeur de là. cabinet de M. Sarkozy, a clairement dit que Nicolas Sarkozy n'avait pas de choix dans cette primaire, et je pense que c'est mieux. Et le soutien de Bernadette Chirac, ça c'est vous son dérange, droit, Mme Chirac a le droit de soutenir qui elle veut. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus, je ne pense pas que ça puisse modifier en quoi que ce soit le choix des Parisiens. Les Parisiens sont libres, et même un peu frondeurs, et décideront librement de leur candidat. Alors, question de Mika qui vous demande quelle image de l'UMP pensez-vous qu'une primaire donne? Enfin, pensez-vous que ça ternit l'image de l'UMP? Non, ce qui ternit l'image de l'UMP, c'est les méthodes du passé, c'est-à-dire la cooptation ou les accords secrets, discrets venus d'en haut où on impose un candidat. On l'avait vu d'ailleurs à Paris en 2000, où Philippe Séguin a été imposé contre l'avis des militants, contre l'avis des Parisiens, et ça n'a pas marché. La démocratie, ce n'est pas un système facile. Mais il vaut mieux que ce soit les Parisiens qui décident librement de leur candidat plutôt qu'on impose d'en haut. Alors après, il y a quelques tiraillements, quelques difficultés, mais il faut passer par-dessus, il faut garder de la sérénité, du sang-froid, surtout à la fin d'une campagne. Moi, j'ai cette sérénité, j'ai ce sang-froid, j'ai surtout un projet et je compte convaincre les Parisiens à partir de ma vision de Paris et de ma légitimité comme élu de Paris. Alors, puisqu'on parle d'affrontement, les tenants de la droite forte, comme Guillaume Pelletier, il est en tête là-dessus, vous soutiennent ouvertement et tentent de faire barrage à Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que vous approuvez la méthode ? Écoutez, moi j'ai des soutiens de personnalités de la droite forte, de l'UMP, j'ai des soutiens de centristes et de libéraux, j'ai les soutiens de la diversité de l'UMP. Et moi je ne trie pas les gens de ma famille politique. Je ne suis pas de la droite forte, mais s'ils me soutiennent, ils sont dans mon mouvement de l'UMP, c'est même le premier mouvement de l'UMP. Et donc si on commence à catégoriser les gens de sa famille politique, on n'est pas capable de rassembler. Et moi je veux dans quelques jours être le candidat de la droite et du centre. Je veux être celui qui rassemble, pas celui qui divise. Et le débat, ce n'est pas la division. Et je considère qu'il faut garder son sang-froid en fin de campagne. Monsieur Fillon soutient Nathalie Kosciusko-Morizet et c'est son droit. Madame Chirac, qui est extérieure de Paris, soutient Nathalie Kosciusko-Morizet et c'est son droit. Si un tel ou un tel centriste, droite forte ou libéral souhaite me soutenir, ils sont les bienvenus et il y a du monde. Alors, candidat de la droite ou candidat d'une droite radicale? Parce que quand on voit des documents comme celui-ci qui circulent sur Internet, je ne sais pas si vous en avez connaissance, c'est une pétition du mouvement, du collectif Famille Mariage pour faire barrage, pour faire battre, c'est écrit en toutes lettres, Nathalie Kosciusko-Morizet, en donnant la marche à suivre, en invitant à s'inscrire sur le site de l'UMP, donc à faire de l'entrisme, même si on n'est pas UMP. Voilà, les consignes sont données. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de procédé je pense si vous voulez le consulter, il est sur mon blog. Oui, je regarderai. Je pense que ça ne va pas me bénéficier parce que ces gens-là n'ont pas voté pour moi, donc ils sont aussi contre moi. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse barrage à un candidat ou à un autre. Je suis plutôt favorable à ce que les Parisiens se prononcent sur un projet. Moi, je suis un homme libre et je l'ai prouvé pendant 5 ans comme élu de Paris. Donc, j'appelle les citoyens éclairés de Paris à se prononcer sur un projet, sur une sincérité, sur une légitimité. Moi, je crois qu'il ne faut faire barrage à personne,
parce que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, et qu'il faudra être derrière le candidat ou la candidate désignée. À partir de ce moment-là, maintenant, il faut débattre des idées, des projets. Si un certain nombre de gens veulent faire de l'entrisme, c'est leur droit. C'est pas un certain nombre de gens, c'est diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires, et on leur dit, mais allez-y, allez vous inscrire sur le site de l'UMP, même si vous n'êtes pas à l'UMP, ça coûte pas cher. Mais qui sait, oui. Voilà, je peux vous offrir ce cadeau. Vous allez voir qu'il se passe des choses. Ah ben ils appellent à voter contre moi aussi, puisqu'ils appellent à voter pour 2 autres candidats. Donc voilà, c'est leur droit. Non, mais ce sont les anti-mariages. Alors on va y revenir sur le mariage. Oui, bah écoutez, chacun est libre, chacun est un... Tant que les gens sont parisiens et qu'ils ont quelque chose à dire, moi ce que je les appelle à faire, c'est de choisir leur candidat à la mairie de Paris. Ne nous trompons pas d'élection. Le candidat qui va être désigné aura 9 mois de campagne pour devenir maire de Paris. Le prochain maire de Paris aura 6 ans, entre 2014 et 2020, pour s'occuper du logement, de la sécurité, de l'attractivité et de la compétitivité de Paris, des questions des places en crèche, des familles, etc. Ce sont les vrais sujets. On me pose la question sur le mariage, je réponds ce que je pense. Mais maire de Paris, je n'aurai aucune compétence en la matière, ni pour défaire, ni pour donner de nouveaux droits. Et donc la sincérité, c'est aussi de dire ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Donc je pense qu'il faut apaiser les choses. Une liste mariage pour tous ou avenir pour tous, peu importe son libellé, vous y croyez? C'est quelque chose qui peut Je n'en sais rien. Mais je pense non, mais politiquement, c'est quelque chose de possible. Je pense qu'une élection municipale, c'est fait pour s'occuper de la vie quotidienne des habitants. Et que c'est quelque chose de très sérieux. Et il faut faire attention à ne pas instrumentaliser les élections municipales pour d'autres enjeux. Après, il est normal qu'un certain nombre de personnes qui ont des positions claires sur un sujet comme le mariage puissent interroger les candidats pour connaître leur position personnelle. Alors justement, on va les interroger. Voilà, alors Pierre-Yves Bournazel, on va parler mariage gay, qui a dit « Moi je suis pour l'égalité des droits, on est dans une société qui doit être décomplexée ». Ça doit vous dire quelque chose? Oui, c'est moi, je suis effectivement pour l'égalité des droits, c'est-à-dire pour une union civile pour tous, ou même un mariage si ça avait été sans l'adoption. Donc je n'ai pas dévié. En 2011, j'avais voté un vœu qui était favorable donc à l'union civile ou le mariage, sans l'adoption. Mais moi, je suis défavorable à l'adoption. Et comme le projet de loi Taubira, c'est le mariage et l'adoption, je vote contre. Car l'abstention n'est pas une politique. L'abstention, c'est de ne pas choisir. Et quand on fait la politique, on fait des choix. Vous faites référence à l'abstention de Nathalie Kosciusko-Morizet? Par exemple, on est pour ou contre l'adoption? Moi, je suis contre. Voilà. Et c'est dans le projet de loi, donc je suis contre. Et donc vous êtes pour le mariage gay, les choses sont claires. Si ça avait été le mariage sans adoption, pourquoi pas? J'aurais préféré le terme union civile. Pourquoi pas? Vous étiez pour en 2011. Donc non mais pourquoi pas? J'ai toujours dit que je préférais le terme union civile. Mais si c'était le mariage sans adoption, je ne suis pas contre l'évolution de droits pour des couples homosexuels. Je dis simplement que je suis contre l'adoption, et ça c'est très clair. Or, le projet de loi, c'est l'adoption. D'ailleurs, les Français pensent comme moi. Ils disent oui à des nouveaux droits, pourquoi pas le mariage? Bon, on l'appelle comme on veut, mais ils sont défavorables à l'adoption. Et je pense que le président de la République, François Hollande, aurait gagné à dire « j'accorde de nouveaux droits aux couples homosexuels, notamment en matière patrimoniale, en matière fiscale, en termes de cérémonie en mairie ». Moi, je suis attaché à cette cérémonie en mairie pour la reconnaissance des couples homosexuels parce que je considère qu'on ne trie pas les citoyens. Mais la question de l'adoption et de l'affiliation, c'est une autre question. Une question de société qui demande une réflexion en conscience. Et moi, j'y suis opposé et clairement opposé. Donc je ne peux pas soutenir un projet de loi qui met l'adoption. Je suis clair, je suis contre le projet Taubira parce qu'il y a l'adoption, mais je ne suis pas contre l'évolution de droits aux couples homosexuels. Aujourd'hui, vous dites, je ne suis pas contre, mais à l'époque, vous étiez carrément pour. Vous disiez même comment expliquer cette discrimination. Pour l'union civile ou le mariage sans adoption. Il n'y avait pas le mot adoption. D'accord, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais que Nathalie souhaite embrouiller le message parce qu'elle n'est pas claire elle-même sur ce sujet, c'est son problème. Mais moi, je suis droit dans mes bottes. C'est-à-dire que je suis pour les droits aux couples homosexuels en matière patrimoniale, en matière fiscale et en cérémonie. Ça s'appelle union civile ou un mariage. Mais l'adoption, ce n'est pas la même chose. L'adoption et la filiation, c'est la possibilité pour des couples homosexuels de pouvoir adopter directement. J'ai une vraie réserve là-dessus. Je ne suis pas favorable. Donc, je suis défavorable à la loi Taubira, puisque la loi Taubira met l'adoption. En 2011, on ne parlait pas d'adoption. En quoi NKM n'est pas clair là-dessus? Parce que quand on s'abstient, on ne sait pas si on est pour ou contre. Moi, ma question que je voudrais lui poser, c'est es-tu pour ou contre l'adoption? Moi, je suis contre. Es-tu pour ou contre l'égalité des droits en termes d'union civile ou de mariage? Moi, je suis pour. Mais ce n'est pas la même chose. On distingue. Là, on ne sait pas. C'est une abstention pour plaire aux uns, pas décevoir les autres, je ne sais pas. Moi, j'essaye de dire ce que je pense dans la plus grande clarté. Et parfois, la clarté, ce n'est pas le simplisme. Parfois, la clarté, c'est d'être tempéré et d'expliquer qu'on peut être contre l'adoption sans être contre l'évolution des droits. On peut être contre l'adoption et vouloir que les couples homosexuels aient des nouveaux droits dans ce pays. Je crois que
Au fond, c'est ce que veulent les Français. Tous les sondages le montrent. D'ailleurs, il y a un décalage entre ceux qui sont pour le mariage et ceux qui sont contre l'adoption. C'est un peu les mêmes. Vous étiez à la manif non, dimanche? Non, je n'étais pas à la manifestation. C'est pas la place d'un politique? Non, je respecte les personnes qui vont manifester, même les élus qui vont manifester. J'ai même écouté les uns et les autres et je suis en dialogue avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai écouté ceux qui étaient pros, qui avaient manifesté, je les ai entendus. Moi, je cherche à être maire de Paris. Je cherche à rassembler les Parisiens. Je cherche plutôt à apaiser la société. Car je crois qu'un politique n'est pas là pour diviser, n'est pas là pour antagoniser. Et je crains que face à la crise économique et sociale, après ce long débat sur le mariage, on risque de se réveiller avec la gueule de bois, les Français. Mais maire ou adjoint, vous seriez, dans l'hypothèse d'une victoire, appelé à célébrer des mariages? Oui, je l'ai toujours dit, je suis un élu de la République. Et même si la loi qui est votée ne me convient pas, en tout cas sur la partie adoption, eh bien je l'appliquerai. Parce qu'un élu de la République est un officier d'état civil, un maire. Donc vous n'êtes pas comme Henri Guénaud qui disent on peut revenir sur... Oui, mais la différence avec Henri Guénaud, c'est qu'il est parlementaire. Moi, j'aspire à être maire de Paris. Un maire est officier d'état civil. Et l'officier d'état civil doit respecter la loi. Ou alors, il n'est pas fait pour être maire. Alors, Pierre-Yves Bournazel, on va passer à l'organisation de cette primaire. On a une question de Martha qui nous est arrivée, qui vous dit « La primaire commence vendredi. Pour l'instant, le nombre d'inscrits est faible. Est-ce que vous pensez que ça vous donne un avantage ?» Non, enfin faible, on est à plus de 15 000. On risque de monter, se rapprocher des 20 000. 15 ou 20 000 personnes qui vont s'exprimer, c'est mieux que d'être désigné par le maire sortant. Ou par des militants, 2700 du Parti Socialiste, mais qui avaient le choix que d'une personne. Donc moi, je préfère toujours la démocratie, la transparence, à l'adoubement. Et d'ailleurs, je dis souvent, Paris se mérite et ne s'hérite pas. Et c'est dans l'histoire et la culture de Paris. Les Parisiens veulent construire leur candidat, ils veulent construire leur maire, ils veulent le faire, ils ne veulent pas le subir. Et puis ce débat-là, je souhaite l'avoir avec Madame Hidalgo dans quelques semaines, et notamment sur la clarté du projet. Est-ce que le choix par Internet est suffisant? Je veux dire, est-ce que ça n'écarte pas des personnes qui ne sont pas... Si. J'avais plaidé pour un vote papier. Dans votre électorat supposé en particulier? Mais j'avais demandé un vote papier, moi, dès le départ. Oui. Et dans l'intérêt général, avec les autres candidats, nous avions accepté ensemble la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet et de la Fédération UMP de Paris de faire un vote électronique. Aujourd'hui, à quelques jours du scrutin, ils veulent même modifier, l'un et l'autre, Nathalie et la Fédération, les dates de vote. Attention. Vous pensez que ça va entacher la primaire? Je crois que si on veut un candidat légitime, il ne faut pas modifier les règles du scrutin et les dates à quelques jours. Ça ne se fait nulle part ailleurs au monde. Et on ne permet pas à des gens de pouvoir s'inscrire alors que d'autres ont déjà voté. Ça ne se voit dans aucune démocratie. Il faut là aussi garder son sang-froid, conserver les règles qui avaient été acceptées par tout le monde, faire voter et puis respecter le résultat. Je reviens à cette pétition très à droite dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que n'importe qui, au fond, je ne dis pas que ces gens sont n'importe qui, mais est-ce que des non-UMP ne peuvent pas s'inscrire facilement, venir noyauter? C'est une primaire ouverte. Alors voilà. C'est une primaire ouverte. Oui. Ça veut dire que les plus de 900 000 Parisiens qui sont inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2012 peuvent voter. C'est une primaire ouverte. Comme les socialistes l'avaient fait pour la présidentielle. Qu'il y ait quelques interférences, c'est possible. Mais le gros de la participation, ce sont des hommes et des femmes qui vont choisir le candidat de la droite et du centre et qui vont aller financer par 3 € l'UMP. Et donc, il faut quand même avoir des convictions. Et cette conviction, c'est de vouloir l'alternance. Après, il y a des parcours et des légitimités différents. Mais 3 €, c'est pas cher pour manipuler le résultat. N'importe qui peut s'engouffrer. Alors, il fallait faire comme moi, un vote papier. Mais c'est Nathalie et la Fédération qui ont souhaité ce vote. Donc, ils ne peuvent pas avoir imposé leur manière de voter. Et puis, entre nous, on va dire les choses. On va quand même pas faire passer Nathalie, que je respecte beaucoup, pour une victime. Elle a le soutien de tous les barons de Paris, de tous ceux qui étaient là du temps de Chirac et Tibéri, les parlementaires, les conseillers de Paris, il y en a même certains qui étaient élus, je n'étais pas encore né. Elle a le soutien de la plupart des cadres de la Fédération UMP Paris. Toutes les personnalités nationales extérieures à Paris viennent dire « au secours, on vient t'aider ». Vraisemblablement, on fait le maximum pour qu'elle puisse être élue. Sauf que, face à cela, cette victimisation, face à ceux qui voudraient instrumentaliser de l'autre côté, il y a une autre voie, la voie parisienne. Parce que moi je parle de Paris, je parle de mon projet, je parle de mes 10 ans d'expérience sur les grands dossiers parisiens. Je veux parler aux Parisiens de mon projet qui est concret, chiffré, sur leur vie quotidienne. J'ai une expérience de 5 ans comme élu de Paris et du 18e, qui est un petit Paris de 204 000 habitants tout de même, de la diversité sociale, de la diversité d'origine, de la diversité générationnelle, où j'ai compris ce qu'attendaient les Parisiens. Et je tire aussi les leçons de 15 ans d'échecs de la droite à Paris. 15 ans d'échecs. Pourquoi? Parce que nous sommes allés chercher à l'extérieur ce que nous avions à l'intérieur.
avec des personnalités respectables. Philippe Séguin, Christine Lagarde, Chantal Jouanneau, Dominique Versini, ministre Jacques Chirac, Arnaud Klarsfeld, mais aussi Jean-Marie Cavada. Ils sont tous venus avec d'excellents sondages. Ils nous ont tous expliqué qu'ils étaient meilleurs les uns que les autres. Mais ils ont tous perdu Paris. Et moi, je propose l'électrochoc dans cette élection. L'électrochoc de la droite parisienne. L'électrochoc de la droite et du centre. Choisir le candidat qui connaît le mieux Paris, qui connaît le mieux ses dossiers. Parce que le challenger, lorsqu'il gagne, généralement dans une élection primaire, a même plus de chances de gagner la vraie élection parce qu'il a une vraie dynamique et qu'il est porté par la population. Alors Pierre-Yves Bournazel, on va revenir tout à l'heure sur votre programme, on va juste clore ce chapitre sur l'organisation des primaires. Il y a le soupçon d'une autre fraude qui nous a été signalée. Sur Internet, si on connaît le nom et la date de naissance, l'adresse de quelqu'un, on peut voter à sa place à cette primaire UMP. Moi par exemple, si je connais la date de naissance de mon collègue, je vais pouvoir voter à sa place. Est-ce que ça, vous en êtes conscient? Oui, mais le problème c'est que si vous votez à sa place, il faut que vous inscriviez avec une carte bleue aussi. Et cette carte bleue ne peut pas avoir plus de 2 personnes dessus. Donc si vous votez pour monsieur, vous ne pouvez pas voter pour vous. Et en plus, ça ne sera pas au même nom de la carte bleue. Donc je crois que là, c'est transparent. En revanche… Ça limite? Oui, bien sûr. En revanche, moi j'ai signalé que je refusais de changer les règles du scrutin et les dates à quelques jours du vote, ce qui est prévu aujourd'hui. Ça, je m'y opposerai fermement parce que moi, je veux une primaire réussie. On ne tripatouille pas à la dernière minute. Et ensuite, je ne veux pas qu'on permette à des gens de s'inscrire sans vérification pendant que d'autres ont déjà voté. C'est ça qui est en train d'être fait. On doit clôturer normalement ce soir les inscriptions. Oui. Moi, je suis pour qu'on puisse prolonger jusqu'au 30 mai, jusqu'à jeudi, veille du déroulement du scrutin, pas de problème. Mais pendant le scrutin, je suis contre que de nouvelles personnes s'inscrivent parce qu'on ne pourra pas vérifier à ce moment-là. Il y a des soupçons, effectivement, qui peuvent se poser, notamment de fraude. Donc j'appelle chacun à garder le cap, c'est-à-dire le cap de l'intérêt général, et à ne pas modifier les règles que nous avions décidées tous ensemble il y a plusieurs semaines. Alors on va passer à notre séquence pour ou contre. On va vous parler de 4 ou 5 projets. Et on peut s'abstenir aussi, non? À votre guise, avec… Ça c'est réservé à Nathalie Kosciusko. L'abstention, non. Alors est-ce que Pierre-Yves Bournazel, vous êtes pour ou contre Paris-Plage? Je suis pour. Mais j'ai une réserve. La réserve, c'est que pendant qu'on finance Paris-Plage, la ville de Paris oublie de financer l'été une bonne ouverture des stades, des piscines. On a des problèmes avec les conservatoires aussi, où on a des problèmes de place. Et moi, comme maire de Paris, je vais privilégier les équipements de proximité, les équipements culturels et sportifs de proximité. Les bibliothèques, les ludothèques, les conservatoires, les piscines, les stades. Et si on peut continuer Paris-Plage, on le continue, mais on le change, on essaye de l'améliorer. C'est un peu vieilli. Vous avez bien dit, comme maire de Paris, vous n'avez pas l'air de douter du résultat de l'élection. Moi, je suis candidat à la mairie de Paris. Donc, si j'y suis allé depuis le départ, c'est parce que j'ai un vrai projet et que je veux gagner. Je sais que je ne suis pas le plus connu, en tout cas au départ, même si la notoriété a augmenté. Mais je pense que j'ai d'autres qualités, notamment celle de la sincérité d'engagement pour Paris et celle d'avoir un vrai projet. Car il ne faut pas que cette primaire soit un leurre. La bataille de l'image et du casting, on a déjà donné à droite. Ça a amené à l'échec. Et moi, je propose cet électrochoc. Choisissez le projet et choisissez celui qui en a le plus envie. Et je dois vous faire une confidence, j'en ai très envie. Pour ou contre, un autre sujet qui fait débat à Paris, les péages urbains, pour les voitures ou pour les camions. D'ailleurs, il y a plusieurs propositions sur… Alors vous, sur le principe du péage, vous êtes… Non, je ne suis pas favorable à un péage urbain, même si je me suis posé longtemps la question. Oui, on n'a pas le même tissu urbain. En revanche, je suis favorable à un système d'écopass, comme à Milan. C'est-à-dire une pastille qui favorise la circulation des véhicules non polluants et qui les aide fiscalement. C'est-à-dire qu'on aide fiscalement à l'achat des véhicules non polluants et on leur permet de circuler partout et on limite la circulation à certaines heures de la journée si les déplacements ne sont pas économiques aux véhicules les plus polluants. Et le péage pour les poids lourds en transit, par exemple, c'est quelque chose aussi qui… Oui, c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi, mais le problème c'est qu'il nous faut des études approfondies pour savoir où et comment on peut le faire. Parce qu'il faut que ça se fasse pas au détriment de l'activité économique. Alors, mais je suis favorable à ce qu'on limite, évidemment. Est-ce que vous êtes pour ou contre la piétonisation des voies sur berge? À terme, je suis plutôt pour, mais aujourd'hui, on ne peut pas la faire comme ça, parce qu'on voit bien que ça crée de la thrombose, c'est-à-dire des embouteillages sur les quais. Et tant qu'on n'aura pas un transport en commun qui deviendra une alternative à la voiture, supprimer les voies sur berge pose un vrai problème. Moi, je soutiens le projet qui a été initié par Nicolas Sarkozy du Grand Paris Express, qui va être ce grand métro le plus rapide au monde, qui va relier les grands bassins économiques de la région capitale aux grands bassins de population. Ce métro le plus performant au monde va désengorger à terme et Paris de la voiture, désaturer Paris de la voiture. Et donc à ce moment-là,
on pourra prolonger l'aménagement des voies sur berge. Maire de Paris l'année prochaine, je veux dire la vérité aux Parisiens. Je ne casserai pas l'aménagement de M. Delanoë des voies sur berge, car c'est un investissement de plusieurs millions d'euros. En revanche, il y a une clause de réversibilité. Et je l'utiliserai, c'est-à-dire que je réouvrirai les voies à la circulation à certains moments de la journée, en tout cas peut-être les jours de la semaine, pour permettre la circulation encore sur les voies sur berge et les fermer totalement le week-end. Pour ou contre la construction de tours de grande dimension, intramuros? Intramuros, non, mais à partir du couverture du périphérique, oui, ce sont des projets Grand Paris, et je souhaite que si des tours doivent être construites, qu'elles soient évidemment belles, écolo, et que surtout, elles puissent être dédiées principalement à l'activité économique, car le logement, je considère que c'est plus dans les tours qu'il faut le faire, parce que c'est un échec. Alors j'avais un autre pour ou contre à vous soumettre. Vous avez un peu répondu sur la taxation des véhicules diesel. NKM veut leur disparition dans le parc. Vous, qu'est-ce que vous... faut les taxer, ces véhicules diesel? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le parc de la ville de Paris. Oui. Moi, je veux supprimer les voitures avec chauffeur de la ville de Paris. C'est 6 millions d'euros aujourd'hui par an. J'en ferai l'économie parce que je considère que des adjoints au maire, des collaborateurs de cabinet d'adjoints au maire de Paris, des directeurs d'administration de la ville de Paris n'ont pas besoin de voitures avec chauffeur en 2013 parce qu'ils n'ont pas de problème de sécurité pour circuler. Et pour circuler dans la ville, on circule mieux en métro. Et puis il existe des abonnements taxi à la ville de Paris qu'on peut utiliser. On ne peut pas construire de la confiance avec les citoyens si un certain nombre de responsables dans des administrations ou dans des collectivités locales ont des avantages indus. Et c'est un avantage indu aujourd'hui. Deuxièmement, la ville de Paris peut exiger des contreparties avec ses partenaires. Je pense à la RATP. Maire de Paris, dans les crédits que la ville donnera à la RATP, j'exigerai en contrepartie que les bus notamment soient des véhicules propres, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Je demanderai qu'il y ait un chantier sur la mandature. Ensuite, pour ce qui concerne les particuliers, moi je souhaite non pas pénaliser ceux qui ont des véhicules diesel, je souhaite inciter à un nouvel achat fiscalement pour des véhicules non polluants. C'est très lié avec ma proposition d'Ecopass. Inciter, c'est-à-dire la mairie pourrait fournir des aides ou c'est une incitation dans le cadre d'une politique nationale? Je crois qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut une impulsion nationale et que la ville de Paris pourrait accompagner. Alors, puisqu'on parle de propreté, est-ce que vous êtes pour ou contre le retour des motocrottes, sujet cher à Bernadette Chirac notamment? Eh bien, je vais vous dire que c'est un sujet qui m'a interpellé. Je ne l'ai pas dans mon projet, mais je suis en train d'y réfléchir, mais à condition qu'elle soit électrique, propre, parce que c'est vrai qu'on voit la recrudescence de la saleté des rues, et notamment des crottes de chien, mais pas simplement. Moi, en matière de propreté, je veux privatiser l'ensemble de la collecte des ordures ménagères. Actuellement, Paris, 10 arrondissements sont gérés par le privé et 10 autres par la ville. Dans les 10 où c'est le privé, tous les rapports, et notamment le dernier de la Chambre régionale des comptes, démontrent que le privé coûte moins cher aux contribuables et qu'il a une meilleure efficacité. Donc, comme maire pragmatique, je privatise l'ensemble de la collecte des ordures ménagères à Paris. Je récupère ainsi les agents publics qui étaient dans les 10 arrondissements gérés par la ville, dans la collecte, et je les remets sur le terrain. C'est-à-dire que je les remets sur le balayage, sur l'entretien de la voirie, et je confie même aux maires d'arrondissement qui sont au plus près du terrain, le soin de diriger dans leur quartier les politiques de balayage et d'entretien de la voirie, parce qu'on a de vrais efforts à faire, et on peut le faire en faisant même des économies pour le contribuable. Alors Pierre-Yves Bournazel, dans votre projet et puis dans votre petit document de campagne qui a été diffusé, on parle de logement social également, et vous vous opposez notamment au bail à vie. Alors ça veut dire quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, quand on rentre dans le logement social, on a un logement à vie. Je considère qu'il faut construire un bail de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 ans, on fait un point sur la situation familiale et sociale des familles. Si votre famille s'est agrandie, vous avez plus d'enfants, il vous faut un logement plus grand. Si pour des raisons de séparation ou de décès, parfois votre famille est devenue moins nombreuse, eh bien on peut aussi vous trouver un logement plus petit. Si vos revenus ont diminué, on peut vous baisser votre loyer. Et oui, pourquoi pas. Et si vos revenus augmentent, il faut pouvoir augmenter votre loyer. C'est-à-dire d'avoir un système plus souple, plus pragmatique pour permettre de la rotation dans le logement social. Ça me semble absolument indispensable. Aujourd'hui à Paris, le taux de rotation est à moins de 4%. Ça veut dire que les gens ne partent pas du logement social, ne quittent pas leur logement, même s'il est trop grand, même s'il est trop petit, même si le loyer n'est pas adapté, parce qu'on ne construit pas assez de logements. Ça, c'est ma deuxième idée, c'est que je souhaite créer une entité à l'échelle de la métropole du Grand Paris pour s'occuper du logement. Une seule entité pour tout le Grand Paris, pour construire plus et mieux, notamment auprès des gares qui vont émerger auprès
nouveau métro Grand Paris Express. Paris doit prendre sa part, évidemment, dans cette construction ou dans ces réhabilitations, mais il ne peut pas accueillir tous les demandeurs. Elle prend sa part et, comme maire de Paris, je demanderai la règle des 3 tiers. Attribution de logement à Paris, 1 tiers pour les plus précaires, ceux qui ont besoin du logement en urgence. C'est ça la solidarité dans la République. Un deuxième tiers consacré aux classes moyennes et aux familles qui sont les grandes oubliées de la politique du logement de Mme Hidalgo. Je souhaite leur réserver 1 tiers des attributions de logement. Elle gagne trop pour aller dans le logement social tel que le conçoit Mme Hidalgo, mais elle ne gagne pas assez pour aller dans le privé et elle fuit Paris. Or, les classes moyennes, c'est elles qui consomment le plus, c'est elles qui font du commerce de proximité, qui lui permettent de le préserver dans les quartiers. Elles font de la diversité sociale dans les écoles et dans nos crèches, c'est important. Et puis le dernier tiers, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire pour les personnes âgées qui partent à la retraite et qui voient leurs revenus baisser, et pour les plus jeunes, c'est-à-dire notamment les étudiants, les apprentis et les jeunes travailleurs, je veux leur permettre de pouvoir vivre dans Paris. S'agissant du logement, si je comprends bien, vous souhaitez l'équivalent du syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, pour le logement. C'est à peu près ça. À peu près ça. Oui. Pour une meilleure efficience. Ça pourrait figurer d'ailleurs dans la loi de décentralisation, oui, en débat au Parlement. Pour. Et Pierre Charon, qui est un de mes soutiens, parlementaire et sénateur à Paris, a plaidé cette cause et mon idée auprès du Premier ministre il n'y a pas très longtemps. Une question de Slim là, sur Internet. Que pensez-vous de la proposition de NKM de logements sociaux intermédiaires? Ça vise, je crois, les revenus familiaux de 4 000 C'est ma proposition que je fais depuis longtemps sur les classes moyennes. C'est la même proposition. Oui, mais pour moi, les classes moyennes doivent être dans le logement aidé. Il n'y a pas besoin de leur créer une nouvelle catégorie. Dans le logement aidé, 1 tiers des attributions leur seront données. Question de Simone. Vous envisagez de réduire les dépenses de fonctionnement de la mairie? Oui. Comment et quel budget envisagez-vous de réduire? Et vous dites aussi que vous ne remplacerez pas tous les fonctionnaires. Oui. Et quel secteur en particulier? Alors, je vais vous expliquer. Maire de Paris, je ferai 600 millions d'euros d'économies au moins sur une mandature. Quelle répartition? D'abord, je ne remplacerai pas effectivement tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Il y avait 39 000 agents publics en 2001 à la ville de Paris, et il y en a aujourd'hui 51 000, 12 000 de plus. Je ne remplacerai pas 400 fonctionnaires dès la première année et 400 chaque année. Sur une mandature, ça fait 2400 fonctionnaires en moins. Donc on va se retrouver à 48 600 agents. La ville peut avoir 48 600 agents au lieu de 51 000. Mais dans quel secteur, du coup? Dans des secteurs notamment de la propreté, dans un certain nombre, parce que je vais privatiser la collecte des ordures ménagères, donc on peut le faire. Non, mais il reste du coup, il passe du public au privé, mais les emplois demeurent. Oui, mais ils ne sont pas payés par le contribuable. Quand vous passez... Les entreprises privées qui collectent les ordures sont payées par le contribuable. Non, mais c'est pas le personnel, Donc c'est pas la même chose. Et comme le coût est moindre, on fait quand même beaucoup d'économies. Ça ressemble un peu à un tour de passe-passe, votre histoire. Non, ça fait faire des économies. Le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes montre que le coût de la collecte des ordures ménagères par le privé est beaucoup plus faible que lorsqu'il est géré par le public. Et on retrouve des agents publics en plus qu'on peut remettre sur le terrain et certains qu'on peut redéployer dans d'autres services et certains qu'on ne peut pas remplacer. Ensuite, et c'est la mesure principale, je vais plafonner à hauteur de 150 millions d'euros le plafond maximal pour les attributions de subventions aux associations. Aujourd'hui, c'est 237 millions. 237 millions. Je réalise ainsi 87 millions d'euros d'économies par an, c'est-à-dire 522 millions d'euros d'économies sur une mandature, plus d'un demi-milliard. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, en 2001, en moyenne, la ville de Paris dépensait 140 millions d'euros pour les subventions aux associations. Aujourd'hui, c'est 237 millions d'euros. On a compris quand même l'augmentation de la dépense. Moi, je propose quelque chose d'intermédiaire, 150 millions d'euros. Comment on fera? J'installerai une commission transparente qui donnera de personnalité indépendante son avis sur chaque attribution de subventions aux associations avant le Conseil de Paris. Et le plafond maximal sera donc fixé à 150 millions d'euros. Je mettrai fin au clientélisme. Les associations qui font de la politique à gauche ou à droite ne seront plus subventionnées, par exemple, et j'en ai un paquet. Et je peux vous dire aussi que je privilégierai les associations de quartier qui font des choses, qui ont des actions sur la politique culturelle, sur la politique de solidarité, sur la politique d'embellissement de la ville ou sur des secteurs économiques. Et je mettrai fin aux associations subventions d'associations qui touchent déjà de l'argent du national ou du privé et qui ont une subvention superfétatoire parce que la ville veut simplement être partie prenante de la défense des intérêts. Mais vous avez déjà une liste d'associations? Bien sûr, j'ai dans mon projet. Vous pouvez donner des exemples? Mais je peux donner plein d'exemples. Bon, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde dans la campagne électorale. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Mais je vais donner des exemples. Il y a des associations, par exemple, à la Goutte d'Or, j'en connais une qui s'appelle la Table Ouverte. On donne 0 €. 0 € à cette association. Cette association fait un travail formidable.
À côté de ça, j'ai 2-3 grosses associations que je ne vais pas citer ici, je ne vais pas les mettre en difficulté, mais qui touchent plusieurs centaines à additionner milliers d'euros, qui font le même travail. C'est inégalitaire, absolument inégalitaire. Peut-être qu'il y a des positionnements politiques différents, je n'en sais rien. Moi, je veux la transparence. Donc je veux installer une commission qui donne son avis en amont des décisions du Conseil de Paris. Et ensuite, il y aura un plafond de 150 millions d'euros qu'on ne pourra pas dépasser. On a bien compris. Alors, autre sujet, la sécurité. Oui. Votre inspirateur, c'est l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani. Donc, c'est la tolérance zéro, c'est la vidéosurveillance, c'est le démantèlement des campements de la honte, dites-vous. On les met où, au fait, ces campements? On les met juste, on les éloigne un peu du centre de Paris, on les met en périphérie, en Moi, banlieue? je vais vous dire une chose. Moi, je suis un élu de terrain et j'en ai marre qu'on concentre les difficultés dans les mêmes quartiers. On accepte dans des quartiers comme le 18e arrondissement ce qu'on n'accepterait nulle part ailleurs. Il faudrait accepter les campements de Rome, il faut accepter la vente illégale à la sauvette, il faut accepter la prostitution, il faut accepter le trafic de drogue. Mais qui va vouloir vivre dans ces quartiers? Qui? Ceux qui n'ont pas le choix. Ceux à qui la ville attribue des logements sociaux. Ah, on vous attribue un logement, c'est déjà pas mal. Puis après, vous vous débrouillez dans votre vie quotidienne. Moi, je l'accepte pas. Alors ça suppose des moyens humains et financiers. D'abord, je veux que le maire de Paris soit un coproducteur de la politique de sécurité. J'ai eu un débat face à Madame Hidalgo il y a quelques jours sur une chaîne concurrente. Elle me disait, c'est le gouvernement. Oui, mais moi, je veux que le maire de Paris soit partie prenante. Je souhaite qu'il utilise les 300 millions d'euros qu'il donne chaque année à la préfecture de police pour créer une police municipale. Une police municipale à pied et à vélo, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en charge de la répression de la délinquance générale. Partout où la police municipale a été mise en place, à Levallois, à Lyon, à Nice, dans toutes les grandes métropoles du monde, la délinquance et la criminalité ont reculé. Je souhaite mettre en place cette police municipale. Ensuite, je veux lancer avec le préfet de police un deuxième plan de vidéoprotection de 1000 caméras sur 6 ans. Car la vidéoprotection est un outil indispensable pour repérer les délinquants et les criminels. J'ai plein d'exemples à vous donner. Il y a quelques semaines, quelques mois même, une dame s'est fait poignarder sur le métro de la ligne 13. Grâce à la caméra de vidéoprotection, on a pu retrouver le criminel. Sans cela, il serait toujours dans la nature. Beaucoup de commissaires que je rencontre dans Paris me disent, vous savez, monsieur Bournazel, on est désespéré. On arrête des délinquants. Ils ne sont même pas déférés devant la justice. La vidéoprotection, c'est la preuve par l'image et ça oblige la justice à faire entièrement son travail. Moi, je souhaite permettre la sécurité partout et pour tous. Sur la question de la délinquance due à certains Roms, j'ai bien dit certains, parce qu'il ne s'agit pas de généraliser et de dire que les Roms sont délinquants. Ce serait complètement absurde. Il existe une délinquance due à certains Roms, due à des mafias en réalité, de personnes qui, pour des raisons de fric, instrumentalisent des enfants, les élèves, aujourd'hui dans la ville lumière, au vol, au pillage. Les Parisiens en sont victimes, les touristes aussi, chacun le sait. Moi, j'appelle un chat. Et qu'à un moment donné, il faut que le maire de Paris se préoccupe de la sécurité dans sa ville et qu'il soit un coproducteur par la police municipale, par la vidéoprotection, et qu'il ait la force d'interpeller le gouvernement et lui demander d'agir pour ne pas accepter cela. Plus précisément sur la question des Roms, il faut casser les filières et les mafias. Et pour celles et ceux qui sont venus en France pour construire leur vie et qui ont envie que leurs enfants puissent réussir, eh bien, il faut leur permettre d'aller à l'école, il faut permettre l'accès au logement, mais il faut distinguer ceux qui sont là vraiment pour s'enraciner en France, pour y vivre, pour accepter les lois de la République, et ceux qui sont là simplement pour instrumentaliser et en fait mettre en place leur système mafieux pour se faire du fric. Il faut distinguer les deux, il faut être ferme vis-à-vis des mafias et juste vis-à-vis de celles et de ceux qui sont là réellement pour s'enraciner dans notre pays. Alors Pierre-Yves Bournazel, une grande préoccupation de nos internautes, les transports. Max vous demande, les transports sont le véritable fléau de la vie à Paris. Quels seront vos axes de politique pour réduire les temps de trajet et la saturation? Alors je l'ai dit tout à l'heure, la priorité c'est vraiment le métro Grand Paris Express. Il faut bien que chacun comprenne que ce métro sera le plus rapide au monde, que ce métro va relier les grands bassins de population aux grands bassins économiques de la région capitale et va permettre d'aller de nord au sud et de l'ouest en est de manière extrêmement rapide et qui va permettre de désaturer d'abord. Mais en attendant le grand métro, il faut trouver... Oui, bien sûr, mais je dis ça c'est la perspective, c'est la vision. Ça c'est porteur pour 10 ou 15 ans. Mais si on ne le fait pas maintenant, dans 10 ou 15 ans, les problèmes se seront aggravés et on n'aura pas de projet. Et déjà, ça va nous soulager. À court terme, moi je propose des doublements de lignes, notamment de la ligne 4. Ça va être un grand projet de dédoublement de la ligne 4 entre la gare du Nord et la gare Montparnasse. Bon. Il y a la ligne 13 qui va être désaturée par le prolongement de la ligne 14. Ça va se faire. On a aussi à terme à réfléchir sur la ligne 1 de métro et de la ligne 7.
puisqu'elles sont engorgées et vont être de plus en plus engorgées. Quelles sont mes propositions, en plus du Grand Paris Express? De réorienter les crédits de la ville, qui sont allés pour plusieurs milliards d'euros depuis 12 ans sur les travaux de voirie, qu'ils soient consacrés, ces milliards d'euros, dans la prochaine mandature, sur l'amélioration du transport en sous-sol. Sécurité, accessibilité, notamment par les ascenseurs, pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, personnes handicapées, pour les familles avec poussettes. Et puis le confort et le dédoublement d'un certain nombre de lignes. C'est à mener en partenariat avec le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, et avec la RATP. Ça doit être les priorités de l'investissement. Et puis je souhaite aussi libéraliser le système des taxis. Car je trouve qu'aujourd'hui, on est une des rares métropoles au monde où on ne peut pas trouver des taxis 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je le mets dans cette campagne des primaires. Candidat de la droite et du centre, ce sera dans mon projet. Et maire de Paris, je le soumettrai à référendum pour avoir le soutien des Parisiens et pour demander au préfet de police de faire sauter ce verrou. Car c'est un gage pour l'attractivité et la compétitivité de Paris, d'avoir un taxi qui soit une véritable offre de transport. Et c'est un gage aussi pour le confort des Parisiens et des Franciliens. Alors, puisqu'on parle de transport, oui. Vous savez combien coûte un ticket de métro? 1,70 €. Bravo. Vous prenez le métro? Oui, je ne circule qu'en métro. J'ai même un pass Navigo. Je n'ai pas de voiture. Je circule à pied, un peu à vélo, mais pas souvent parce que moi j'habite Montmartre, donc je descends, mais je ne remonte jamais. Donc un métro. Question de Marc. Question de Marc, oui. En termes de, oui, toujours, il parle toujours de circulation, Marc, et il demande si vous allez enfin aider, enfin, vous n'êtes pas encore maire, donc aider les banlieusards qui viennent travailler dans la capitale. Donc je pense que ce sont les automobilistes, c'est le problème des engorgements du matin et du soir. Qu'est-ce qui peut être fait pour ça? Alors, il y a deux mesures que je veux reprendre, parce que c'est un peu les mêmes. Le Grand Paris Express à terme, oui, 10-15 ans. Désolé Marc, mais il faut investir sur l'avenir parce que dans 10-15 ans, vous n'aurez plus l'obligation de prendre votre voiture parce que vous irez très vite d'un point à l'autre de l'Île-de-France sans passer par Paris en 10 minutes, alors que vous mettez aujourd'hui 1 heure. C'est ça ce métro, il faut bien comprendre, c'est un métro extrêmement performant. Deuxièmement, pour Marc, c'est vrai que la semaine, je vais réouvrir les voies sur berge à la circulation, donc on va retrouver un peu d'oxygène. Mais je ne casse pas le projet pour autant, je ne fais pas de démagogie parce qu'on ne casse pas un investissement et le week-end cela sera fermé et puis une partie sera occupée à ces activités parce que l'idée d'aménager les voies sur berge est une bonne idée, c'est une bonne idée à moyen et long terme, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas trouvé de solution pour les automobilistes. Et aujourd'hui, on n'en a pas puisqu'il faut investir d'abord sur les transports en commun. Et aujourd'hui, Paris n'est pas suffisamment décongestionné pour se permettre d'avoir de tels investissements sans pragmatisme. On a aussi vu dans votre document de campagne et sur votre site que la femme a une place importante dans votre programme. Alors vous avez annoncé, vous avez proposé les taxis roses pour sécuriser les transports des femmes la nuit. Et vous voulez aussi promouvoir la galanterie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors les taxis roses, j'explique d'abord ce que c'est. Ça fonctionne à Montréal et à Londres. C'est pas venu de moi, j'ai eu plusieurs réunions avec des associations, notamment de femmes dans des quartiers populaires de Paris qui me disent « nous on ne sort plus de nos quartiers et le soir on ne peut plus aller voir d'amis en dehors de Paris pour des raisons de sécurité ». Alors mon idée c'est quoi? C'est une idée très simple et pragmatique, c'est de permettre à ces femmes de pouvoir pré-réserver un taxi parce que quand elles sortent par exemple le vendredi, le samedi soir et 40 à 2 ou 3 heures du matin, il n'y a plus de taxi dans la rue parce qu'ils sont tous pris. Donc il y a un danger pour elles de sécurité, d'attente dans la rue pour trouver un taxi. À 2-3 heures du matin, elles peuvent attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, marcher, etc. Donc déjà, elles n'attendent plus. Donc elles montent dans leur taxi pré-réservé, ce taxi les raccompagne chez elles, et une fois qu'elles sont chez elles, elles rentrent dans leur appartement, elles envoient un SMS au chauffeur en disant « je suis bien rentré », et le chauffeur s'en va. C'est un système extrêmement pragmatique qui marche très bien. Donc quand on l'explique, moi j'ai beaucoup de femmes qui me l'ont demandé et je souhaite être un maire qui réponde aussi aux attentes des habitants parce que parfois, selon les quartiers, selon la condition sociale, selon les besoins, eh bien, il faut des attentes spécifiques. La galanterie, c'est quoi? C'est vrai que la ville de Paris est devenue une ville très stressante. Bon, stressante dans les transports en commun, stressante dans les embouteillages, stressante pour les gardes d'enfants, stressante pour trouver un logement. En rencontrant les uns et les autres, notamment dans le monde de la nuit, on voit parfois évidemment qu'il est parfois difficile de vivre ensemble. La galanterie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je voudrais monter un partenariat avec les boîtes de nuit, les bars, les lieux de sortie, pour qu'il y ait plutôt une bonne communication sur le respect de la femme, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous savez, il existe aussi un sexisme ordinaire au quotidien sur lequel il faut lutter et Paris doit être porteur de ça.
Moi, j'ai eu beaucoup aussi de réunions avec des femmes et des jeunes femmes notamment. C'est pas toujours évident quand il y a des hommes insistants, des hommes difficiles dans des sorties, dans des boîtes. Et pourquoi une femme dirait je ne sors plus dans ce lieu parce que on m'y a emmerdé ou excusez-moi l'expression, on m'y a embêté et j'ai été sous pression. Moi, j'ai entendu ça de la part d'associations de femmes. Donc, je dis simplement qu'il faut absolument demander à celles et ceux qui, dans le monde de la nuit, dans les boîtes de nuit ou dans les bars, organisent de grandes fêtes où on s'amuse, etc., de pouvoir remettre aussi le respect du droit des femmes de s'amuser et de ne pas être contestées dans leur intégrité. Alors Pierre-Yves Bournazel, on va terminer cette émission avec une question sur la présidence de l'UMP. Oui, on sort un petit peu de Paris, un petit peu de votre programme. On reste dans la problématique. Donc Jean-François Copé et François Fillon, hier soir, se sont vus et sont convenus d'un accord et de confier aux militants, en fait, le soin de dire si oui ou non ils veulent un nouveau vote en septembre. C'est un bon dénouement pour ce psychodrame qui dure depuis des mois? Oui, que les militants se prononcent, c'est plutôt bien. Et s'il y a un accord, moi je suis un militant, donc j'ai une réponse, c'est il ne faut pas de vote. Il ne faut pas de vote, d'accord. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des échéances municipales. Et nous ne voulons pas recommencer la guerre des chefs. Nous voulons parler maintenant de nos projets pour nos villes. Que voulons-nous pour les Parisiens, ou pour les Marseillais quand on habite Marseille, ou pour les Rennais quand on est de Rennes? Que voulons-nous pour nos villes? Quel projet porte-t-on? C'est ça qui va intéresser les Français. Dans une période de crise économique et sociale qui inquiète, dans une période où on ne voit pas vraiment où le gouvernement agit pour la compétitivité des entreprises, où on ne voit pas comment il va pouvoir renouer avec la croissance alors qu'il a asphyxié les ménages d'impôts et de taxes, on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de notre histoire, on a besoin aujourd'hui de vraies réformes dans ce pays et l'opposition a besoin de définir un projet, de défendre ses couleurs municipales et pas besoin de recommencer des guerres. Donc on laisse à Jean-François Copé la présidence du parti et on laisse le chemin libre à François Fillon pour préparer 2017, c'est ça? Alors moi je ne suis pas encore là-dedans. Hein. Non, moi je suis pour que Jean-François Copé puisse rester président de l'UMP avec tous les amis de François Fillon et tous les amis de toutes les sensibilités de l'UMP autour de lui. On passe les municipales et après les municipales, on dessine une perspective d'organisation de nos primaires qui sont prévues pour l'élection présidentielle pour qu'il y ait une règle de bonne conduite et que le meilleur gagne, mais sur un projet. Et parlons des projets, que ce soit au niveau local ou au niveau national, parlons des idées et reconstruisons de la confiance avec les citoyens. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Pierre-Yves Bournazel d'y avoir participé. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'internaute.com et ouestfrance.fr. Restez connectés.